Bonsoir. Au sommaire de cette édition, les efforts de Conakry commencent à payer dans l'éradication du virus Ebola. La Commission nationale de riposte et les partenaires sont satisfaits des résultats, mais la lutte se poursuit. L'actualité, c'est aussi ces grands chantiers lancés à Kissidougou par la Troisième République. Plusieurs bâtiments administratifs sont en construction ou en rénovation. Nous ferons le point complet dans ce journal. À suivre aussi la belle saison des mangues, fruits de grande consommation actuellement. Ces belles mangues de Guinée qui vous mettent l'eau à la bouche, ces petites délices, ces merveilles, on en parle tout à l'heure. Bonsoir, aujourd'hui c'était journée sans travail parce qu'aujourd'hui c'était lundi de Pâques, la plus importante fête de la chrétienté. Pâques symbolise la résurrection du Christ et marque la fin du jeûne du carême en Guinée. Comment l'événement a-t-il été célébré? Qu'est-ce que les fidèles chrétiens ont fait ce lundi? Notre reporter François Collier en a suivi un de l'église à son domicile. Reportage. La Pâque est la plus grande fête chrétienne célébrée sous le signe de la victoire de la vie sur la mort à travers le sacrifice ultime de Jésus à la croix. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Kizito de Sanoya au kilomètre 36 ont, à l'instar de leurs co-religionnaires, fêté cette victoire dans la ferveur. Des prières ont été formulées en faveur de leurs proches, de la nation guinéenne et même en faveur des ennemis, comme l'a recommandé le Christ lui-même. C'est la fête de la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'unité sur la division. Après la grande prière, les fidèles chrétiens se sont retrouvés en famille tout en gardant le souvenir de la résurrection. Une fête vraiment de joie, comme toute autre fête, mais la particularité, ça nous donne plus de confiance, ça nous amène à se ressourcer et aussi à faire une rétrospection même dans la vie de la nation. Comment faire en sorte que nous améliorons de plus en plus notre façon de faire. Donc ces moments, c'est des moments vraiment de joie et des moments de nouvel positionnement pour faire en sorte que nous puissions vivre en chrétien, nous puissions donner de l'exemple, le bon exemple. Comme la famille Yombuno, les fidèles chrétiens s'identifient à la victoire de Jésus et croient que la fièvre hémorragique Ebola ne fera plus de ravages en Guinée. Un moment de prière pour la paix en Guinée, c'est justement la consolidation de cette paix dont il est question cette fois-ci entre la Chambre des députés de Guinée et les Nations Unies. Une mission onusienne vient de séjourner à Conakry. Elle promet d'accompagner l'Assemblée nationale à travers un fonds. Explication, François Lamar. À l'Assemblée nationale, la mission des Nations Unies a reçu le témoignage de l'atmosphère qui prévaut actuellement dans l'attente de l'examen des projets en instance. Quelle que soit l'appartenance politique, nous avons la ferme volonté de ne regarder que l'intérêt supérieur du pays. Nous nous félicitons de l'atmosphère qui prévaut, une atmosphère d'entente et une prise de conscience de la nécessité de se donner les mains pour travailler à l'instauration d'une véritable démocratie et d'un état de droit dans notre pays. À la question de savoir quel est le point de la situation par rapport au processus de paix mais aussi de démocratisation, certains députés ont réagi. Les accords politiques du 3 juillet, je pense qu'il est très intéressant que la communauté internationale continue à s'impliquer pour que ce qu'il y a dans ces accords politiques soit appliqué. On ne peut le finaliser qu'en mettant un cadre de dialogue permanent, comme on l'a fait par le passé. Outre ces accords politiques, les membres de l'Assemblée nationale ont aussi appelé à l'implication des Nations Unies dans le renforcement des capacités des députés. Ce qui concerne les voyages, l'augmentation de l'efficience des députés, nous tenons à ce que les Nations Unies nous viennent en aide. L'assurance a été donnée par la mission des Nations Unies pour accompagner les actions de l'Assemblée nationale. Les Nations Unies sont prêtes à considérer la possibilité d'étendre le soutien
du Fonds de consolidation de la paix à l'Assemblée nationale. Une autre mission des Nations Unies est aussi attendue dans les prochains jours pour cibler les projets à appuyer. Et cette note qui nous vient du bureau de l'Assemblée nationale à l'intention des honorables députés. Dans le cadre de la poursuite des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2014, dite session de loi, ouverte le 7 avril 2014, le président invite les honorables députés à se rendre mardi 22 avril 2014 au Palais du Peuple à partir de 10h pour enlever le jeu de textes, projets de loi, propositions de loi et conventions internationales constitués à leur intention et soumis à leur examen dans les différentes commissions. À cet effet, les honorables députés sont priés, chacun en ce qui le concerne, de s'adresser au secrétariat des présidents des groupes parlementaires auxquels ils appartiennent. Les députés non inscrits sont priés pour l'enlèvement de leur jeu de s'adresser au secrétaire général de l'Assemblée nationale dans le bureau numéro 124, premier étage, côté autoroute. Compte tenu de l'urgence attachée au démarrage effectif des travaux dans les commissions, les honorables députés sont priés d'accorder un intérêt particulier au présent communiqué en répondant de manière prompte à l'invitation qui leur est faite. Conakry, le 21 avril 2014, signé le président de l'Assemblée nationale, Claude Korikondiano. Un coup d'œil à présent sur où on en est avec la fièvre Ebola en Guinée. Les derniers chiffres sur l'évolution de la maladie viennent d'être rendus publics. La tendance est à la baisse. Ce soir, nous allons voir comment certains diplomates étrangers en poste à Conakry accueillent ces chiffres. Sur Dekera. Après le toilettage des chiffres de l'évolution de l'épidémie de la fièvre Ebola par les experts internationaux et la commission interministérielle de riposte, une accalmie générale est signalée dans les principaux foyers de la maladie. Les cas confirmés sont admis dans les centres d'isolement, tandis que le suivi régulier des contacts se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. Les différents diplomates en poste à Conakry se félicitent de la riposte guinéenne à la fièvre Ebola qui a permis d'enregistrer des résultats concluants. Il est très important que le peuple guinéen sache que la réaction du gouvernement de la Guinée jusqu'à le premier moment du virus, c'était très bon. Il était très bien géré par le ministère de la Santé et très bien géré par le ministère de la Coopération internationale. Il n'y a pas aucune raison pour paniquer. Je sais que les Guinéens, et particulièrement les femmes, les mères guinéennes, pour garantir la sécurité de leur famille, c'est tous les moyens qu'on peut prendre pour éviter toutes les maladies, le palu, le choléra, le typhoïde, le méningite et l'Ebola, c'est de maintenir la cuisine propre, de protéger les enfants de toutes les maladies. Dans la même dynamique, la communauté internationale réaffirme son soutien à la Guinée pour une sortie victorieuse de cette crise. D'une part, nous avons tous à l'international essayé d'expliquer à nos capitales que nous sommes toujours là, que nous vaquons à nos occupations et que donc le pays n'est pas en quarantaine. Moi-même, à titre personnel, j'ai 2 enfants qui sont venus au mois d'avril. Une de mes filles qui travaille dans un centre de santé ici à Matoto et qui travaille dans toute la sérénité nécessaire. Et j'ai un fils qui est arrivé ici il y a quelques semaines avec quelques amis pour faire du tourisme et qui sont allés se détendre dans le Fouta sans aucun problème. Donc je peux rassurer que même à titre personnel, nous sommes de la sérénité totale. Mais de façon plus opérationnelle, je peux vous dire que l'Union européenne et les États membres ont fait de grands efforts. En attendant, l'épidémie est circonscrite dans les foyers habituels et les équipes de surveillance des contacts sont à pied d'œuvre pour interrompre la chaîne de propagation de la maladie. C'est une nouvelle plutôt réjouissante, même si du côté de Kindia, on préfère ne prendre aucun risque en renforçant les barrières anti-Ebola. Conakry, la capitale politique, annonce des mesures que Kindia, la capitale des agrumes, veut renforcer à travers des messages de sensibilisation. Sur le Dekera qui rentre de cette région constate une minimisation des risques. À suivre. La ville des agrumes est la capitale régionale la plus proche de Conakry. À l'instar des autres mégapoles du pays, cette cité s'engage à être à l'abri de la fièvre hémorragique Ebola jusqu'à la déclaration de la fin de l'épidémie. L'hôpital régional et les structures périphériques de santé servent de pôle de transmission des principaux messages de sensibilisation. Nous avons pris toutes les dispositions au niveau de la structure. En ce qui concerne d'abord le lavage des mains à l'eau et au savon,
la disponibilité de la solution chlorée au niveau de tous les services de l'hôpital, ça c'est aujourd'hui disponible. Et mieux, au niveau des usagers, nous avons au point d'entrée là-bas de la solution chlorée pour que quand le personnel rentre ou quand les usagers viennent, ils se désinfectent les mains avec la solution chlorée. Et quand ils doivent ressortir pour aller dans la communauté, ils se désinfectent également les mains. Dans les différents services de l'hôpital, comme la maternité, les urgences, la médecine générale, l'odontostomatologie ou encore le centre régional de transfusion sanguine, l'hygiène hospitalière rime avec l'ensemble des prestations. En tête-à-tête avec le personnel soignant, le chef du département a insisté sur le renforcement de ces barrières. Ce que je vis à Kindia, c'est vraiment réconfortant. Il y a une hygiène qui est là et le personnel de santé est complètement motivé. Les locaux sont propres. On ne demande pas mieux que ça. C'est ça qu'il y a des problèmes d'équipement qui se posent. Vous savez au même titre que moi que ça fait également une des priorités du ministère de la République, l'équipement de nos hôpitaux. Et je leur ai dit que dans un avenir proche, nous ferons, on va voir comment régler ce plan d'équipement. Parmi les grands défis qui interpellent l'hôpital régional de Kindia, on note la réhabilitation de la morgue pour la conservation des corps, mais aussi l'unité de radiologie ainsi que le rajeunissement des effectifs du personnel de santé. À Conakry, malgré ces chiffres encourageants qui ont été donnés tout à l'heure, la lutte contre Ebola se poursuit avec, bien sûr, l'appui des partenaires. Les Turcs, par exemple, offrent des kits sanitaires à la Cité de Solidarité. Il s'agit de chlore, savon et autres désinfectants d'une valeur de 20 000 $. Thierry Ousmane Diallo. La Cité de Solidarité, construite pour accueillir 49 familles, héberge aujourd'hui plus de 1000 personnes. La plupart des occupants sont handicapés. Difficile de parler ici de respect des mesures d'hygiène dans cet environnement. La crainte d'y voir se propager de maladies contagieuses telles la fièvre hémorragique ou encore les maladies diarrhéiques animent les responsables du centre. Ces kits d'hygiène sont offerts par l'organisation turque d'entraide et de solidarité, Kimsey-Kum. D'habitude, l'association Kimsey-Kum, comme vous voyez, vient pour faire une assistance, pour faire une donation. Le mois de Ramazan fait au Tabaski, mais cette fois-ci, exceptionnellement, c'est à cause de la maladie Ebola. Nous leur disons merci et nous souhaitons que cette coopération puisse continuer. Le besoin, il est vraiment réel, il est cru, quoi. Le besoin est réel. Et le problème hygiénique se pose. La cité, elle est sale, nous n'avons pas où mettre les ordures. Et donc ce matériel va permettre à cette population de prévenir quand même. La situation de la cité a récemment fait l'objet de discussions en Conseil des ministres. Au fur et à mesure qu'approche la saison hivernale, les habitants des lieux s'interrogent sur leur sort. La promiscuité s'est accrue après l'arrivée des déguerpis de la mosquée sénégalaise et de la grande mosquée Faisal. Autre maladie qui fait des victimes en Guinée, c'est le paludisme. Le ministère de la Santé se bat pour améliorer le taux de couverture en matière de prise en charge. C'est justement l'objet de cette 4e revue trimestrielle que la ville de l'Abbé vient d'organiser. Farana s'est jointe aux travaux et un plan de lutte précis a été dégagé. Ibrahim Keta. Financée par le SAID, la rencontre a passé en revue le niveau d'exécution du plan d'action dans les districts sanitaires des régions de l'Abbé et de Farana. Avant que nous bénéficions du projet PMI, on avait 30% seulement de rapportage, de complétude et de promptitude de rapportage au niveau central. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 95% de rapportage, de complétude et de promptitude. Il y a déjà un impact qui s'est présenté sur la morbidité due au paludisme qui est en train de régresser. En clair, il s'agit de se rassurer de la disponibilité et de la gestion des médicaments dans les 19 préfectures concernées. Effectivement, la prise en charge du paludisme est s'améliore. La distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, la distribution gratuite des molécules luttant contre le paludisme en clinique a permis réellement de réduire la morbidité et la mortalité due au paludisme dans les zones où la prise en charge du pays. La présente rencontre a fixé des objectifs à atteindre dans les 3 prochains mois. Des objectifs qui visent à appuyer le programme national de lutte contre le paludisme à travers l'implication de tous les partenaires de terrain.
La lutte se poursuit. Infrastructure à Kissidougou, le gouvernement a lancé des travaux de construction de bâtiments administratifs. Sur le terrain, l'initiative est très bien accueillie. Les populations adhèrent au projet. Mamadou Patebaldé. De 500 km de la capitale Conakry, la préfecture de Kissidougou. Grâce au gouvernement guinéen, cette zone forestière est en plein chantier de reconstruction et de rénovation des infrastructures publiques, symbole de notre souveraineté. La villa présidentielle et la résidence préfectorale bénéficient des regards de la part du chef de l'État pour leur toilettage, tandis que le bâtiment devant abriter provisoirement le logement du préfet est en voie de finition. Kissidougou est en chantier. Kissidougou est en train de se construire. Kissidougou est en train de faire de très beau travail. Ça, c'est grâce au gouvernement. En plus, les travaux de rénovation du bloc administratif sont déjà entamés. Ils sont estimés à ce jour à 85%. Je suis convaincu, il n'y a pas d'argent venant d'un préfet. Non, c'est le BND, c'est le budget national de développement, c'est-à-dire l'esprit créateur du président Fakonde. Non, pensez pas qu'on peut faire des infrastructures comme ça en Guinée, avec notre argent propre. Mais nous sommes convaincus qu'on peut le faire, et ça, c'est une satisfaction, c'est une réussite, et bravo pour le professeur Fakonde. Avec cet appui du chef de l'État, des infrastructures comme le commissariat central de police, la maison des jeunes, le bloc administratif de la mairie et l'école primaire Kissi Kaba Keita ont été entièrement réhabilités. Et les actions se poursuivent afin de redonner à Kissidougou toute la splendeur d'une ville moderne. A signaler que toutes ces infrastructures achevées ou en chantier ici à Kissidougou sont placées dans l'axe de la célébration du 55e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale célébrée le 2 octobre dernier à Zérékoré. Le prochain, ce sera à Mamo. Un tour à Dubreka et Bofa, deux localités avec un total de 138 écoles à rénover et 400 salles de classe en construction. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a effectué une visite de terrain pour voir le niveau d'exécution des travaux. Apparemment, tout se passe bien, selon son constat. Amadou Touré. Salle de classe déjà construite en 2012 et 2013 par le gouvernement et les partenaires financiers, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, à travers le service national des infrastructures et équipements scolaires, réalise 400 salles de classe. Il assure la rénovation de 138 écoles dans 8 préfectures du pays. L'initiative vise à améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement-apprentissage en Guinée. Il faut faire en sorte que la planification de construction de salles de classe soit rationnelle. Si tu construis l'école dans une localité où il n'y a pas une population scolarisable, c'est le mouton qui va rentrer dans les salles de classe. Depuis plus de 10 ans, l'État débourse plus de 10 milliards de francs guinéens par an pour le paiement des locaux privés occupés par les services déconcentrés de l'éducation. Pour inverser cette tendance de sortie massive de fonds publics, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a engagé en 2012 la construction de ce bâtiment R+4. L'exécution des travaux est estimée à ce jour à plus de 95%. Nous avons construit ce bâtiment de 4 étages. Vous imaginez déjà, il y a pratiquement 80 bureaux. Tous ces services qui étaient en location vont revenir. Aucun service du ministère de l'enseignement préuniversitaire ne va se retrouver en location à partir du mois de juin. Cette visite de terrain du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation lui a permis de toucher du doigt la situation réelle des chantiers scolaires, le niveau d'exécution des travaux, leurs contraintes et la qualité des prestations des entreprises. Quand on prend la parole en public, c'est pour apporter une information, sinon il convient mieux de garder le silence. C'est le b.a.-ba en matière de communication. Voilà ce que le directeur général de la RTG a communiqué récemment à un groupe d'étudiants. Compte rendu, Yaya Silla. Comment communiquer en public? Pour Yamoussa Sidibé, il s'agit de bien véhiculer ses idées à l'endroit d'un interlocuteur afin d'orienter son opinion. Communiquer, c'est donc partager ses idées par des messages susceptibles d'être décodés en temps réel par des cibles auxquelles on s'adresse. J'aborde le sujet sous le prisme du journalisme. Nous, quand nous communiquons, quand nous devons communiquer, nous choisissons un sujet. Et dans ce travail, il y a des questions essentielles qu'il se pose. Il se dit, dans ce sujet, qui est l'intéressé? Donc il se pose la question de savoir qui. Il se pose la question de savoir quoi, où, quand, comment et pourquoi. En définissant
finissant, en répondant à ces différentes questions, il a déjà son sujet et il peut communiquer. Le conférencier a expliqué l'intérêt de la démarche pour maîtriser le sujet sur lequel l'on veut communiquer. Monsieur Yamoussa est un bon journaliste et l'essentiel que j'ai retenu de lui, c'est que le travail d'un journaliste est un travail méthodique. D'abord, j'ai appris comment communiquer sans avoir peur et comment véhiculer des messages, comment être en contact avec un public, surtout que moi, le domaine journalistique, ça m'intéresse beaucoup. J'ai appris comment faire percevoir au public mes idées. Cette conférence est organisée par le bloc des Amis du Livre. L'organisation n'est pas à sa première rencontre avec les hommes de culture. L'ONG ambitionne également la création d'une médiathèque à Conakry. Puisqu'on parle de communication, il convient de noter celle donnée de formation, il convient de noter celle donnée par le ministère de l'enseignement technique à 200 femmes en teinture et impression textile, un coup de main à travers l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel. L'objectif est de permettre à ces femmes de lutter contre la pauvreté. Moussa Komara. Au total, 200 femmes ont bénéficié de ces attestations de fin de stage. Cela après un mois de formation en technique de teinture et d'impression textile à Koutia. Cette activité de formation qui cadre avec la lettre de mission du ministère en charge de la formation professionnelle se situe en droite ligne de l'atteinte des objectifs du mandat du professeur Alpha Condé. Ces femmes, organisées en groupement productif, veulent répondre à une des priorités du président de la République, lutter contre la pauvreté à travers la promotion des activités génératrices de revenus. Avec les moyens de bord que nous disposons désormais, nous sommes fortement déterminés à participer activement au développement socio-économique de notre pays. Maintenant que vous avez ce savoir-faire, il faut que vous soyez capable que ce savoir-faire vous rapporte de l'argent et rapporte de l'argent à votre famille. Et pour ça, il faut que vous sachiez gérer une petite entreprise. Il faut que vous soyez capable d'économiser et d'investir dans de nouvelles matières d'œuvre, dans de nouveaux équipements, dans des locaux et ainsi de suite. Cette nouvelle dynamique imprimée par le ministère de la formation technique et professionnelle à travers l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel vise à faire de ce secteur un véritable fer de lance de développement. Ces femmes demandent la création d'un centre de production et de commercialisation afin de bien mener leur activité. Vous en entendrez parler dans les mois ou années à venir, les parents surtout, puisqu'il s'agit de la protection des droits des enfants. L'événement, c'est la signature d'un accord de partenariat entre l'État et Plan Guinée. C'est un accord sur 5 ans avec permission pour l'ONG d'intervenir en faveur des enfants. On fait le point avec Amadou Touré. L'enfance constitue une étape importante dans l'évolution de l'homme. Cette période sensible a besoin d'une attention particulière. C'est pourquoi plusieurs institutions humanitaires s'y intéressent pour procurer aux tout petits un mieux-être. C'est dans cette optique que l'ONG Plan Guinée ratifie un accord de partenariat de 5 ans avec le département de l'action sociale. L'accord vise à assurer un meilleur épanouissement des enfants guinéens. Ce que ce protocole va permettre, c'est de fixer un cadre de concertation permanente qui fera en sorte que nos actions s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale en la matière. Parce que généralement, dans le monde du développement, les ONG ont tendance parfois à faire leurs actions chacun de son côté. Alors cet accord-là, ou ce genre d'accord, permet d'inscrire différentes interventions dans le même creuset. C'est la seule façon d'assurer la soutenabilité à long terme de nos actions. La nouvelle stratégie de gestion de l'enfance du département de l'action sociale repose sur la politique de protection des enfants. La signature de ces accords va permettre l'acquisition des ressources pour l'application correcte de cette volonté du gouvernement guinéen. Économie avec les assemblées annuelles de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Elles se sont tenues aux États-Unis avec la participation guinéenne. La délégation de Conakry a fait le point sur la situation du programme de la facilité élargie de crédit. Boubacar Ba, commentaire. Au siège du Fonds monétaire, la mission gouvernementale guinéenne a rencontré l'administrateur guinéen au sein de cette institution pour faire le point de la situation de notre programme et définir les grandes lignes liées à la conclusion de la 4e revue de notre stratégie de réduction de la pauvreté dont les 3 premières années ont été concluantes.
de l'analyse de la situation, le programme tient la route. Les mesures structurelles et les repères quantitatifs ont été réalisés à 80%. L'inflation est maîtrisée et se situe autour de 10%. Les avoirs intérieurs de la Banque centrale ont connu une nette amélioration au point que les réformes entamées ont permis la mise en service depuis mars dernier le nouveau système de télécompensation des moyens de paiement entre les intermédiaires financiers. L'administrateur guinéen au Fonds monétaire s'est réjoui de ces résultats et a encouragé le gouvernement à poursuivre les réformes dans le cadre de la justice afin de développer une croissance durable dans le pays. À la Banque mondiale, le ministre d'État en charge des finances a eu un entretien franc et direct avec le vice-président de cette institution chargé de l'Afrique. Le gouverneur guinéen au Fonds monétaire a saisi l'occasion pour présenter l'évolution de la situation macroéconomique et les performances enregistrées tout en marquant un accent particulier sur les prouesses de la douane qui a dépassé de loin les prévisions budgétaires à fin mars 2014. D'autres questions importantes ont été soulevées. Les grands dossiers de l'énergie avec le programme de sauvetage de la Société électricité de Guinée, la situation du chantier Caleta, l'évolution du projet Swapiti et la possibilité d'organiser une nouvelle table ronde des bailleurs de fonds à Jeddah pour le bouclage du programme d'urgence sur le secteur de l'énergie dont l'enveloppe financière est estimée à 422 millions de dollars, conformément à la nouvelle nomenclature du projet qui devrait intégrer toute la banlieue de Conakry et Koya avec ce magma de matériel pour les interconnexions. En réponse, le vice-président de la Banque mondiale a défini ces trois priorités en faveur de la Guinée: énergie, énergie et énergie. Mokhtar Diop s'est même engagé à soutenir l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds sur l'énergie à Jeddah pour enfin trouver le gap de financement d'environ 120 millions de dollars et sortir le pays de cette situation. La mission gouvernementale a également rencontré la directrice de la Société financière internationale. À ce niveau, Mohamed Diaré a présenté sa vision du secteur minier qui consiste à trouver des initiatives innovantes permettant de constituer un consortium pour financer les infrastructures nécessaires à travers la construction d'un port et d'un chemin de fer tel que prévu par l'étude menée par le cabinet canadien et les experts guinéens dans ce domaine. La directrice de cette institution, déjà actionnaire dans ce secteur, comme à Novotel, s'est engagée à assister le futur consortium qui sera constitué pour trouver les 18 milliards de dollars attendus des méga projets miniers. Déjà, le gouvernement compte présenter aux partenaires techniques et financiers le cadre d'investissement aux réunions prochaines à Paris sur le secteur minier. Des projets qui permettront de répondre de manière pérenne à la forte demande de l'emploi jeune, devenue une priorité de la Banque mondiale cette année. 16 millions de dollars pourraient être injectés en faveur du département de l'emploi jeune dans le cadre du renforcement des capacités et le financement de micro-projets porteurs de croissance. Et puis cette lettre circulaire du ministre de la Communication, la 13e de cette année 2014, j'ai constaté avec regret le non-respect des textes pertinents portant sur la gestion des ressources générées par la publicité au niveau des médias de service public. Par ailleurs, je précise que seul l'Office guinéen de publicité OGP est habilité à ordonner la diffusion des spots de publicité sur les antennes des médias publics. J'attache du prix au respect scrupuleux de cette instruction signée Alucene Kake Makanera. Et pour parler du contenu et de la pertinence de cette lettre circulaire, je reçois pour vous Paul Moussa Diawara, le tout nouveau directeur général de l'OGP. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Alors, on vient de donner lecture de cette lettre circulaire. Est-ce qu'au niveau de l'OGP, vous êtes suffisamment outillé à faire appliquer cette mesure? Merci de m'avoir donné cette opportunité de me retrouver sur le plateau de la RTG Coloma. Et je vous avoue qu'à ce niveau, le problème ne se pose pas. Nous sommes suffisamment outillés. Nous avons des techniciens de haut niveau. Nous avons des studios prêts, équipés à l'OGP, à l'Office guinéen de publicité. Et sur ce point, le problème ne se pose pas. Mais avant, vous aviez les mêmes instruments. Par contre, des publicités arrivaient toujours à filtrer, à vous échapper. Oui, parce que tout simplement, la loi, la législation qui donne l'autorité, la légitimité
la possibilité au seul office guinéen de publicité d'être, de gérer la publicité à la République de Guinée n'était pas respectée. Donc les textes de loi existent, c'est l'OGP créé par le décret D117 de 1986 qui autorise l'OGP à faire la gestion de tout ce qui est publicité sous toutes ses formes en République de Guinée, que ce soit dans les médias publics que dans d'autres secteurs. Donc je crois qu'aujourd'hui le souci c'est de se conformer à ces textes de loi. C'est pas par rapport à l'équipe, au niveau technique ou bien à l'outillage que nous disposons. Nous en avons, les équipements viennent d'être renouvelés, l'équipe constituée de techniciens de haut niveau existe. Donc je crois que nous avons suffisamment de possibilités pour faire face, n'est-ce pas, aux besoins des annonceurs, des agences et puis de toute la clientèle. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème c'est le respect de la législation en vigueur. Donc avec mon arrivée, depuis que j'ai été investi de la confiance du président de la République par le soutien de monsieur le ministre Alcine Makanera Kake, donc ma mission est claire, c'est de faire respecter la législation, c'est de faire respecter la loi, c'est de faire en sorte que l'OGP ne soit plus le parent pauvre de la publicité. On espère que vous allez y arriver, mais au moment où vous prenez fonction, quel est le constat? Le constat, je suis en train de faire l'état des lieux. Je n'ai pas encore terminé. Je vous rappelle que j'ai été nommé le lundi 14 avril. J'ai pris fonction le vendredi 18 avril. Donc, c'est juste quelques jours. Mais par rapport au respect de la législation, je vous dis qu'il y a une violation systématique sur toutes les lignes. Que ce soit avec certaines agences qui n'ont pas renouvelé leur agrément, que ce soit avec certains annonceurs et même que ce soit au sein de notre propre département, parce que c'est l'objectif pour lequel le ministre Alcine Makanera Kake a pris cette décision pour faire respecter la loi. On espère donc que cette décision tombe à pic. Je serai là, je veillerai et je suis là pour que la loi soit respectée. C'est pas pour moi, c'est pour la Guinée, c'est pour l'État, c'est pour la République. On espère que vous allez y arriver. Merci beaucoup, monsieur Paul Moussa Diawara. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le tout nouveau directeur général de l'OGP, Office guinéen de publicité. Ce journal se poursuit. Les toutes premières pluies sont tombées il y a quelques jours sur la capitale Conakry, très brièvement d'ailleurs, mais c'est surtout un signe annonciateur de la période des mangues en abondance, une denrée de grande consommation dans tout le pays, mais surtout moins cher dans l'arrière-pays. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Comme chaque année, la période des mangues ne passe jamais inaperçue sur la nationale Conakry-Mamou. Difficile de parcourir une dizaine de kilomètres sans apercevoir un groupe de vendeurs de ce fruit très prisé par les Guinéens. Le prix varie selon la quantité des mangues, mais une chose est sûre, il est moins cher qu'à Conakry. À l'heure là, les mangues, ça marche très bien. Nous, on achète les mangues avec les jeunes qui partent les cueillir. On vend à 10 000, 15 000, 20 000. Ça dépend de la grandeur du pot. Pour éviter toute discordance entre ces vendeurs, parfois nombreux à certains endroits, une règle interne s'applique à tous par rapport à l'accueil des clients. Quand un client vient, là où il s'arrête, c'est la chance de la personne. Pour les clients, en cette période, il est important de ramener quelques mangues en famille après un séjour à l'intérieur du pays. J'ai la famille à Conakry. Ici, quand tu viens, tu vas trouver des mangues moins chères, puisque à Conakry, c'est ça qui nous encourage pour acheter les mangues sur la route. Les mangues de Guinée font partie des mangues les plus douces au monde. Avant la fin de sa période, les Guinéens n'hésitent pas à s'en procurer, une occasion pour ces petits vendeurs d'accroître un peu plus leur chiffre d'affaires. C'est très belle mangue, très délicieuse apparemment. Deux députés, les honorables Bandian Condé et Ali Kaba, ils sont à l'hémicycle au compte de Kouroussa. Les deux étaient récemment au Bercail pour échanger avec les populations à la base. Comment ils comptent représenter les espoirs de cette préfecture, c'est le sujet du débat. Fodé Bangali Fofana.
C'est pendant le petit congé qui a précédé l'ouverture de la session des lois de l'Assemblée nationale que ces honorables députés de Kouroussa ont fait ce retour à la base. 6 mois après leur élection, les honorables Bandian Kondé, élus sur la liste nationale du RPG Arc-en-Ciel, et Ali Kaba, élu à l'uninominal, accompagnés par 2 ressortissants de Kouroussa, Moro Kourouma et Mohamed Bandian Traoré, communément appelés députés rouges, reviennent au bercail pour remercier les populations d'avoir accompli dans la paix et la quiétude sociale ce devoir civique qui leur a permis aujourd'hui d'être à l'Assemblée nationale. Aussi bien ici dans la commune urbaine que dans les 11 communautés rurales que compte la préfecture de Kouroussa, ces honorables députés ont transmis le message de paix et d'unité nationale du professeur président Fakonde, sans lesquels aucun développement n'est possible. À travers cette grandieuse manifestation, prouver à la face du monde que Kouroussa est toujours auprès du professeur Fakonde pour appuyer son bilan politique et léguer dans ce changement pour le bonheur et la prospérité. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.